Injustice, nom féminin, qui désigne quelque chose d'injuste. Attends, non mais ils sont sérieux là? Injuste, nom masculin, qui n'est pas juste. Non mais ils se foutent de ma gueule! On va aller sur notre site. Injustice, qui représente quelque chose d'injuste. Confère Grand Prix de Bahreïn 2019. Eh ben voilà. Ah, vous êtes là, bonjour, je ne vous avais pas vu. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce débriefing du Grand Prix de Bahreïn 2019. Et on va entrer très vite dans le vif du sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce Grand Prix. Comme je m'y attendais, ce Grand Prix a été aussi passionnant que celui de l'année dernière. Dans ma tête, Bahreïn 2018, il fait partie des meilleurs Grands Prix de l'année dernière, sans doute avec le Grand Prix d'Austin. Donc franchement, cette année, il y a eu tout ce qu'on veut voir dans un Grand Prix de Formule 1. Il y a eu du drama, des dépassements, il y a eu de la tension, bref, il y a eu tout ce qu'il fallait, et évidemment beaucoup d'émotions comme je viens de le dire. Un Grand Prix extrêmement serré, Ferrari et Mercedes sont seuls de leur côté, mais derrière, tout le peloton est regroupé, et quand je dis tout le peloton, je parle évidemment des 9 écuries de Formule 1 qui concourent cette année, en enlevant Ferrari et Mercedes. Alors c'est un Grand Prix qui, comme on le sait, a été remporté par Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas, une victoire des plus chanceuses du côté Mercedes, comme on le sait, parce que ce dimanche, Mercedes n'était pas dans le rythme, et même, j'ai envie de dire, tout le week-end. Hamilton a eu une stratégie un petit peu douteuse, enfin moi qui m'a beaucoup fait douter, mais il a réussi à remonter, il a fait de beaux dépassements sur Verstappen, et ensuite une superbe bataille avec Vettel qui s'est terminée comme à notre habitude, à savoir en cours de toupie Beyblade. Mais dans l'ensemble, Hamilton a fait une course assez solide, et même si pour la 4e année consécutive, il remporte son premier Grand Prix de la saison sur un coup de chance, la chance, ça ne fait pas tout pour remporter un Grand Prix, il faut être à la bonne position pour remporter un Grand Prix sur un coup de chance. Bottas n'a pas semblé être dans le rythme de Hamilton ce dimanche. Comme beaucoup d'autres pilotes, il s'est beaucoup plaint du vent qu'il y avait sur le circuit, un vent qui a été très pointé du doigt par tous les pilotes, assez inhabituel sur ce tracé de Bahreïn. Bottas a également eu du problème du coup avec ses réglages apparemment, et il a aussi eu un problème d'un bout de plastique, je crois qu'il s'est coincé dans un de ses radiateurs ou quelque chose comme ça. Le fait est que Bottas, il a eu beaucoup de mal ce dimanche, et il n'a pas semblé être dans le rythme de Hamilton. Pas grand chose de plus à dire côté Mercedes, on va passer côté Ferrari qui nous a montré tout le week-end un rythme absolument effrayant, à savoir celui qu'on avait vu à Barcelone. Alors, est-ce que c'est parce que le circuit de Melbourne ne leur convenait vraiment pas qu'on les a vus aussi loin, et Ferrari sera une force imbattable sur des circuits plus typés circuits comme Barcelone, Bahreïn ou à venir Shanghai, ou est-ce qu'ils étaient vraiment à ce niveau en Australie et qu'ils ont résolu les problèmes de refroidissement qu'ils ont pointé du doigt après le Grand Prix de Melbourne? On verra ça au fil des Grands Prix, mais quoi qu'il en soit, Ferrari semble vraiment très fort sur ce type de circuit, et on va voir comment ça se passe, parce que Ferrari devait faire 1 et 2 ce week-end, et malheureusement côté Ferrari, il y a un pilote qui a gâché sa course, et il y a l'autre pilote qui a eu sa course gâchée par Ferrari. Alors du côté de Charles Leclerc, on va pas dire tout ce qui a été déjà dit, il a fait une course parfaite, il a raté son départ en effet, mais il a très rapidement récupéré sa première place. Il s'est battu et c'était du propre. Il y a eu une belle bataille avec Vettel, justement. Je craignais un peu que ça termine en coup d'aileron cassé et avec une roue arrière crevée, mais les deux se sont battus très proprement. Et Leclerc, il s'est envolé dès qu'il a passé Vettel. C'est incroyable de voir à quel point Vettel n'était pas dans le rythme de Leclerc ce week-end. Parce que Leclerc, comme je l'avais dit à Melbourne, pour moi, il avait le rythme sur un tour, mais sur le rythme de course, c'était pas ça. Mais le fait est qu'aujourd'hui, il était dans le rythme en qualif et en course. Et tout simplement incroyable de voir la pige qu'il a mis à Vettel ce dimanche. Vettel, il a quand même fait une course qui semblait raisonnable,
il réussissait à tenir bon avec Hamilton qui avait les pneus tendres alors que lui il était en pneus médium. Il était dans le rythme, et puis jusqu'à cette erreur stupide dans le virage 4, il y avait une belle bataille avec Hamilton qui a fait vraiment plaisir à voir, mais qui n'a duré qu'un seul tour. Et non, on sait pas ce qui s'est passé. Alors, moi je suspectais le fait que ce soit à cause du vent qui était beaucoup piégeur dans le virage 4 et sur lequel tous les pilotes se sont plaints. Alors, encore une fois, malgré le vent, c'est le seul pilote qui aurait fait la faute. Mais non, Vettel a reconnu de son propre aveu qu'il était seul responsable de cette faute, qu'il a réaccéléré un peu trop fort et que, voilà, il a perdu la voiture. Et j'espère que c'est simplement un concours de circonstances et un gros hasard si il nous refait une Vettel à la fin de saison 2018. Je crois que de ma vie, j'ai jamais vu un pilote autant perdre l'arrière que Vettel. Je comprends vraiment pas ce qui se passe. Si aujourd'hui c'était vraiment très différent des autres fois et que c'est juste similaire, ou si vraiment il y a un truc, je sais pas. Bref, je ne vais pas m'attarder plus sur Ferrari, il y a encore beaucoup de choses à dire. Du côté de chez Red Bull, Max Verstappen termine P4, Pierre Gasly P8. Un week-end très décevant pour Red Bull. Ils ont reconnu ne pas avoir été dans le rythme. Ils ont été rattrapés par le peloton. Pour moi, c'est incroyable. Est-ce que c'est le peloton qui s'est vraiment rattrapé, ou est-ce que c'est uniquement parce que ce week-end, ils n'ont pas réussi à trouver les réglages qu'ils voulaient? Je sais pas, mais le fait est que si on regarde les qualifications, Magnussen et Sainz étaient à moins d'un dixième de Verstappen en qualif. Est-ce que c'est le peloton qui s'est rapproché? Je l'espère sincèrement. Est-ce que c'est Red Bull qui, comme je viens de le dire, du coup, a du retard à rattraper? Mais la Red Bull, elle n'était pas en forme ce week-end. Verstappen, court solide comme à son habitude, parce que malgré le fait qu'il ait déploré du coup un problème d'appui, une voiture assez instable, au final, il a fait le taf, il finit 4ème, et sans doute il aurait rattrapé et doublé Leclerc en fin de course sans la safety car, mais bon, pour les raisons que l'on sait. Verstappen, une course entachée par un accrochage avec Carlos Sainz, mais les stewards ont décidé que c'était un incident de course. Et je suis pas en désaccord avec cette décision parce que, effectivement, il a plongé vraiment à la dernière minute dans le virage. Mais je trouve, j'ai regardé la vidéo plusieurs fois, et dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je trouve que effectivement, Verstappen, il nous a fait une Ricciardo dans le sens où il a plongé à la toute dernière minute sur Sainz, mais à la fois, il était au niveau de Sainz au moment où ils sont touchés. Ça veut dire que Sainz, il aurait dû le voir. Et en plus, Verstappen, il est à moitié en train de couper le virage. Donc, il n'a pas été poussé Sainz, il ne l'a pas poussé hors du circuit. Il est allé chercher ce petit écart, ce petit gap entre Sainz et l'intérieur du circuit. Et moi, je pense que Sainz, il avait tout intérêt à laisser la place parce qu'il avait le virage. Il serait resté devant Sainz, à mon avis, à la sortie du virage. Donc, voilà, pour moi, c'est du 50-50 dans cet accident, c'est ce que je veux dire. Côté Gasly, c'est un résultat qui est décevant, mais une course solide. Mais ça reste un résultat décevant, parce que terminer 8ème, même en partant 13ème avec une Red Bull, c'est pas assez. Gasly s'est beaucoup plaint également du comportement de sa voiture ce week-end. Plus s'ajoute ce qu'il disait déjà auparavant, c'est qu'il a du mal, il n'a pas encore trouvé les bons réglages qui lui conviennent. Donc je pense que Gasly, ça va prendre quelques courses d'adaptation. Généralement, c'est pas la première fois qu'on voit un pilote qui a du mal à trouver ses marques dans une nouvelle équipe. Et je pense qu'à partir du Grand Prix du Canada, par exemple, il faut que Gasly, à peu près à ce niveau-là, il ait trouvé son aise dans la voiture et qu'il challenge Verstappen, ou du moins qu'il soit derrière Verstappen. C'est ce qu'il faut. Je disais quand même une course solide pour Gasly parce que il est resté bloqué derrière Albon et Magnussen un bon moment pendant la course, mais dès l'instant qu'il a réussi à passer, il est allé chercher les autres, et ouais, c'est là qu'on voit que Gasly, pour moi, il faut qu'il y aille pour le dépassement, parce que dès l'instant qu'il a passé Albon et Magnussen, il s'est envolé. Ensuite, il rattrapait, je sais plus qui, je crois que c'était Raikkonen. Il l'avait dépassé avant de s'arrêter à nouveau. Enfin, il restait bloqué beaucoup trop longtemps derrière les autres voitures,
parce qu'on voyait que quand il avait de l'air libre, il s'envolait. Donc faut vraiment qu'il soit à l'aise dans sa voiture et qu'il y aille, quoi. Mais je préfère qu'il soit prudent plutôt qu'il cause des accidents, donc il a cette intelligence-là, à mon avis, de ce côté. J'ai envie de dire, mais quelle performance des McLaren. Je pense que personne les attendait là. Il y avait beaucoup d'espoir déjà en Australie qui sont confirmés. Alors, je sais que le temps passe très vite en Formule 1, parce qu'il y a encore un an, Vettel était favori pour le titre et Stoffel Van Dorn était encore en Formule 1. Donc, c'est dire à quel point les choses vont vite et on a la mémoire courte en Formule 1. Mais il y a un an, les McLaren, elles étaient en forme à Bahreïn et elles étaient en forme en début de saison. Mais c'est juste qu'elles n'ont pas suivi la course au développement, les McLaren. Là, on voit qu'elles ont le niveau, il faut que la course au développement suive. Et c'est exactement ce que Sainz a dit lors de ces dernières semaines. Il faut pas que McLaren se fasse avoir dans la course au développement. Bref, j'ai envie de dire, mais quel bip de course de Lando Norris. Impressionnant, tout simplement, Lando Norris, remarquable, il termine 6ème. Une bonne qualif, effectivement. Il était derrière Sainz en qualif et je pense qu'il aurait terminé derrière Sainz s'il n'avait pas eu cet incident. Mais Norris, il a doublé, bordel. Il a doublé des Raikkonen, des Ricciardo, des Kvyat, enfin il en a doublé. Il a pas fait d'erreur et c'était exceptionnel. De voir la bataille Raikkonen-Norris qui oppose le rookie le plus jeune du plateau contre le vétéran, c'était assez beau à voir, je trouvais, donc... Norris, j'avais quelques craintes vis-à-vis de sa préparation pour la Formule 1. Elles sont en train de se dissiper. Donc, va falloir voir ce que ça va donner quand Sainz aura un petit peu moins de malchance. Mais c'est très bien parti pour Norris. Côté Carlos Sainz, encore une fois, il faisait une course solide et même un super départ puisqu'il avait pris l'ascendant sur Verstappen en début de course. Mais comme je l'ai dit quelques minutes plus tôt, il avait l'ascendant sur Verstappen. Ce que je veux dire, c'est qu'il aurait pu ouvrir un peu plus la porte en voyant Verstappen arriver. Verstappen, de toute façon, il avait compromis sa réaccélération vu que, comme il avait freiné tard, et il aurait été mal placé pour le virage suivant. Donc Sainz, il avait toutes les cartes en main pour peut-être perdre un petit peu de terrain vis-à-vis de Verstappen, mais il l'aurait récupéré juste après. Et sincèrement, est-ce que Sainz avait besoin de se battre aussi fort pour cette position ? Sachant que malgré le rythme de la Red Bull d'aujourd'hui, Verstappen, je pense qu'il l'aurait repassé rapidement et qu'il se serait envolé. Côté Alfa Romeo, j'ai envie de dire que c'est encore du solide. Évidemment, Kimi Raikkonen fait du Kimi Raikkonen et c'est du Kimi Raikkonen comme on l'aime. J'ai envie de dire le Raikkonen des grands jours des années 2000. Un Raikkonen qui double, qui se défend avec panache et avec propreté, qui fait des courses solides. Et j'ai envie de dire que pour Alfa Romeo, recruter Raikkonen, ça a été la bonne affaire de ce mercato 2018-2019. Il a de l'expérience, il a le talent, et il a retrouvé le mental, la volonté qu'il avait un peu perdu chez Ferrari. De par, comme il l'a dit suffisamment, toute la politique, les grosses discussions, blablabla, qu'il y avait chez Ferrari, qu'il n'y a plus maintenant. Et aussi parce que chez Ferrari, on va se le dire, Raikkonen, c'était des courses d'endurance qu'il faisait. Parce que, à part se battre occasionnellement avec les Mercedes ou avec Vettel, il se passe pas grand-chose devant, honnêtement. Alors que là, dans le milieu de peloton, ça se bat de tous les côtés. Et c'est ce qu'il aime, Raikkonen. Et je trouve qu'on le retrouve vraiment épanoui. Il tire toujours la gueule, mais moins qu'avant. Donc, je suis vraiment content de le voir là. Et du côté d'Antonio Giovinazzi, évidemment, c'est très dur, la comparaison fait très mal, mais j'ai envie de dire, c'est correct. Malheureusement pour lui, le milieu de plateau est très serré, et ça se joue à des centièmes de millièmes de seconde entre chaque voiture. Je pense que c'est pour ça que Giovinazzi fait un petit peu pâle figure, mais on l'a vu faire un super dépassement sur Kvyat, qui s'est mal terminé parce que Kvyat a fermé un peu trop la porte et il s'est mis tout seul dans... Il s'est fait une Vettel, quoi. Mais c'était un beau dépassement propre de Giovinazzi. Il n'a pas été beaucoup montré, je crois, mais pour l'instant, Giovinazzi, pour moi, c'est du 5 sur 10, quoi. C'est correct. On attend de voir ce que ça va donner pour la suite. Et
J'ai le même avis sur Toro Rosso qui fait un début de saison des plus corrects. Alors aujourd'hui, évidemment, Alexander Albon a profité de l'abandon des deux Renault pour marquer ses premiers points en Formule 1. Je vais commencer avec lui d'ailleurs parce que Albon, c'était assez solide. Sa course, il s'est très bien défendu. Il était collé à Kvyat jusqu'à ce que Kvyat se perde dans les arrêts au stand et ensuite son incident. Mais c'était une course solide du côté d'Albon. Comme je le disais, on a vu de belles batailles avec son équipier, donc je trouve que c'est des premiers points très mérités. Du côté de Kvyat, j'ai pas grand chose à dire pour l'instant parce que rien d'exceptionnel, mais rien de mauvais à part ce petit incident avec Giovinazzi. Sergio Pérez marque ses premiers points de la saison en terminant 10e grâce à nouveau aux abandons des Renault et à Kvyat qui a compromis sa course avec son accident. Mais bon, les Racing Point étaient vraiment pas là ce week-end. Elles avaient du mal en essai libre. En qualification, Pérez a sauvé les meubles et il a à nouveau sauvé les meubles en course. Comme on le sait, Pérez, c'est le roi pour récupérer de bonnes opportunités. Donc il récupère un point. Du côté de Stroll, sa course a été compromise dès le départ avec un accrochage avec Grosjean. Mais je dois quand même notifier que, à nouveau, Stroll s'est accroché avec Grosjean. Grosjean partait dans le top 10 et Stroll partait 16e. Donc si Stroll s'accroche avec Grosjean au premier, deuxième virage, c'est qu'à nouveau il nous a fait un super départ, Lance Stroll. Mais voilà, un accrochage qui était... c'est du 50-50 à mon avis là-dessus, et les commissaires de course étaient d'accord puisqu'aucun des deux pilotes n'a été sanctionné. Mais voilà, il a dû s'arrêter au stand, changer son aileron avant et sa course a été compromise dès l'instant. Du coup, on va s'arrêter maintenant sur les As. Kevin Magnussen termine 13e alors que Romain Grosjean abandonne à cause de cet incident au premier tour. Et je vais mettre en parallèle les As et les Renault qui étaient les 4e forces de l'année dernière. Renault m'a fait peur en qualification en Australie. Ça allait mieux en course, et à nouveau, elles m'ont fait peur en qualif, mais en course, elles étaient 5 et 6, bon sang, donc Ricciardo tombait progressivement parce qu'il avait une mauvaise stratégie, enfin, sa stratégie n'était pas très efficace, mais j'ai l'impression que du côté de chez Renault, il y a un superbe rythme de course, mais qu'en qualification, elles ont un peu de mal, alors que chez As, sur un tour, c'est superbe, mais le rythme de course n'est pas ouf. Et ça me fait juste penser, là, j'y avais pas pensé avant, mais As, ils ont pas beaucoup fait de longs relais en essai libre. Enfin, aux essais privés, ils ont pas fait beaucoup de longs relais. Alors peut-être que je me trompe, je vous laisse me le faire savoir si c'est le cas. Mais effectivement, As, de mémoire, à Barcelone, elles avaient l'air rapides, mais elles ont pas fait beaucoup de longs relais. Bref, As semble avoir le rythme sur un tour, mais en course... Günther Steiner l'a dit et Kevin Magnussen l'a dit aussi, la voiture n'était pas là pendant la course. Il a dégringolé du classement, Magnussen, pendant la course sans pouvoir rien faire. Et côté Grosjean, je pense que ça aurait été pareil, mais de toute façon, sa course, comme je l'ai dit, a été condamnée dès le premier tour. Pour revenir à nouveau sur cet incident, je pense qu'il a peut-être fermé un peu trop la porte, mais Stroll, il avait la place de passer. Et il était quand même bien derrière Stroll, donc pour moi c'est vraiment du 50-50. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire, mais à nouveau, vu que c'est des grands noms du sport sur lesquels tout le monde aime se moquer, forcément ça fait plus jaser. Et pour revenir sur les Renault, Ricciardo, c'était une superbe course, comme je l'ai dit. Mais je pense que ça a été un petit peu compromis par la stratégie pneumatique parce que on l'a vu beaucoup peiner en fin de course. Il y a eu un petit accrochage avec Hülkenberg parce qu'il s'est bien défendu mais il a bloqué ses roues. Voilà, il perdait ses pneus en fin de course, Ricciardo, donc il serait tombé bien bas dans le classement sans ce problème technique. Et justement, oui, Renault, c'est là-dessus que je voulais revenir. Je m'égare tellement. Renault, Cyril Abitboul l'a dit, c'est inacceptable que Renault ait autant de problèmes de fiabilité, puisque l'électronique a compromis la qualif d'Hülkenberg en Australie et ensuite à Bahreïn, et même de Ricciardo pour les qualifs à Bahreïn.
Et là, pendant la course, les deux s'arrêtent sur problème électrique. Enfin, électronique, vous me comprenez. Enfin, je parle d'un truc très compliqué que si on le touche trop, on risque de mourir. Raison pour laquelle d'ailleurs Ricciardo n'a pas remis son volant en fin de course, pour ceux qui se posent la question. Il n'a pas remis son volant en fin de course, a été convoqué chez les stewards parce qu'il n'avait pas remis son volant et du coup ils n'ont pas pu extraire la monoplace. Et Hülkenberg, voilà, j'y arrive enfin. Pour moi, Hülkenberg, mais quelle course, bordel, il partait 17ème. Et sans ce problème électronique, il aurait terminé 6ème, Hülkenberg. Donc, et à la régulière, quoi, il n'y a pas eu d'incident de course particulier. Donc, il est allé la chercher, cette 6ème place, qu'il a malheureusement perdue à quelques tours de la fin. Pouh, et voilà, on a terminé, c'était long, hein, comme je vous avais dit, il y a beaucoup de choses qui s'est passé ce dimanche, et j'en ai sans doute oublié en chemin, mais bon, je veux pas faire une vidéo de 3h30. Je crois qu'on a fait le tour, on a parlé de Mercedes qui sont premiers au championnat constructeur devant Ferrari, Red Bull, Alfa Romeo, McLaren 5ème, As 6ème, Renault 7ème, Toro Rosso 9ème, et Racing Point 9ème, voilà, on a fait le tour, on a parlé d'absolument toutes les écuries de Formule 1 qui concouraient ce week-end. On va en profiter pour dire un petit mot sur les stagiaires qui ont concouru. Alors on les a pas bien vus, mais si vous avez vu deux petites voitures blanches et bleues sur le circuit se faire prendre des tours, voilà, c'est l'écurie Williams Racing qui faisait concourir deux jeunes stagiaires en les personnes de George Russell et Robert Kubica. Un acte très charitable de la part de cette firme Williams, puisque, comme on le sait, Robert Kubica était un très grand pilote de Formule 1 dans les années 2000, qui a dû mettre une pause à sa carrière à cause d'un grave accident et qui revient en Formule 1. Donc ça le permet de le roder un petit peu avant qu'il trouve une écurie de Formule 1 pour l'année prochaine. Et George Russell est le champion en titre de Formule 2, donc un autre pilote qui roule dans cette voiture pour s'habituer un petit peu au circuit et à comment ça fait d'être sur une piste de Grand Prix de Formule 1. Je sais pas trop ce qui s'est passé du côté de Kubica parce qu'il était assez proche de Russell toute la course et d'un coup il a terminé à un tour derrière. Ils se sont livrés une belle bataille tous les deux, donc c'était vraiment cool à voir. Mais bon, je sais pas, on les a perdus de vue et Kubica il termine à un tour de Russell. Donc si vous avez des infos que j'ai pas, je vous laisse me les partager dans les commentaires. Mais Kubica, la voiture ne semble vraiment pas lui convenir pour l'instant, donc il a encore un petit peu de mal avec les réglages. Mais bon, voilà, on peut rien dire puisque, comme je le disais, il concourt pas avec les autres voitures de Formule 1, donc on peut évidemment pas les comparer au reste, ce serait ridicule de faire ça. Eh bien, là, je faisais un point rapidement sur le classement pilote, et je regrette presque dans ma vidéo de prédiction Nostradamus 2019 que j'ai faite avant le début de saison, qui sera un échec total puisque je ne vois pas l'avenir et je suis débile, donc j'ai fait des prédictions pourries, mais j'aurais pu, et je vais le faire maintenant, prédire que tous les pilotes vont marquer des points cette année à nouveau. Alors à moins qu'il se passe quelque chose de vraiment dramatique, j'ai l'impression que toutes les voitures ont le potentiel de marquer des points, que tous les pilotes ont le potentiel de marquer des points, peut-être même les deux stagiaires du fond, s'il y a une course folle, ils pourront peut-être marquer des points aussi. Mais là, on a 14 pilotes sur 20 qui ont mis des points en 2 courses. C'est suffisamment rare pour être notifié. Et parmi les pilotes qui n'ont pas mis de points, il y a Sainz, Grosjean et Ricciardo qui ont abandonné sur ces 2 courses. Donc voilà, j'ai envie de dire, je pense que cette année, on va avoir un des championnats les plus serrés qu'on ait jamais eu en Formule 1. Et je suis très content. Alors pour terminer rapidement avec mon top 3 de ce week-end, évidemment Charles Leclerc, je ne peux pas passer à côté de Leclerc. Il a dominé ce Grand Prix et ça fait très bizarre de dire que Charles Leclerc a dominé un Grand Prix parce qu'il vient juste d'arriver dans une Ferrari et il y a 2 ans il n'était même pas en Formule 1. Mais voilà, il a dominé ce Grand Prix, point barre. Lando Norris, comme je l'ai dit, une course extraordinaire pour un rookie, pas une erreur, des dépassements, il avait effectivement une super voiture, mais il termine 6ème. Et Nico Hülkenberg, pour moi, c'est à nouveau, je pourrais même faire un classement de mes top 3 de l'année, Hülkenberg est à nouveau dans mon top 3 parce que
partir 17ème, et bon, il a abandonné, mais il aurait terminé 6ème sans cet abandon. Donc à nouveau une course extraordinaire de Nico Hülkenberg. Je vous laisse me faire savoir votre top 3 dans les commentaires. Qui sera le top 3 du Grand Prix de Chine également? Je pense personnellement que les Ferrari, elles vont encore être bien devant. Est-ce que Valtteri Bottas, qui selon les experts Instagram, il y a 15 jours était le favori pour le titre, le sera toujours après le Grand Prix de Chine, même s'il mène toujours le championnat d'1 point devant Lewis Hamilton? Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like, vous abonner si c'est pas déjà fait, on est presque 200, ça fait beaucoup de monde qui écoute un clampin qui parle tout seul dans sa chambre. On est tout seul là les gars? Ouais, on est tout seul. Et donc voilà, on va bientôt passer la barre des 200, c'est super cool. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter où je dis beaucoup de bêtises, les liens sont dans la description et je vous dis à très bientôt.